Bonjour, bonjour. Donc, le syndrome du sauveur, comment éviter ce piège, comment continuer d'aider, aider les autres de manière saine, sans tomber dans le syndrome du sauveur, que ce soit en tant que métier de thérapeute ou dans la vie de tous les jours. Donc, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Donc, j'ai eu récemment un coaching où on a justement beaucoup travaillé sur le syndrome du sauveur d'une personne. Et j'avais envie de vous partager ce qui s'est passé pendant ce coaching parce que c'était des clés super intéressantes pour guérir justement ce syndrome de sauveur, pour mieux comprendre ce qu'il joue et guérir de ce syndrome. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord c'est quoi le sauveur, ça veut dire quoi et en quoi c'est problématique. Ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour reconnaître, reconnaître que nous-mêmes on est en train de jouer le sauveur, comment est-ce qu'on fait pour avoir les petites tildes de oups, je suis en train de mettre mon sauveur là en fait, et comment est-ce qu'on fait pour libérer ça, pour éviter de tomber dans ce piège quoi. Alors, première chose, en fait ça veut dire quoi être un sauveur? Qu'est-ce que ça veut dire vouloir sauver les autres? Qu'est-ce que ça veut dire être dans cette énergie du sauveur? Donc, en fait, le sauveur, à la base, ça vient du triangle dramatique de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Et ce triangle-là, il vient de l'analyse transactionnelle, où on parle justement des positions de vie, enfant, adulte, parent. Donc, ce qui est important de savoir, c'est de comprendre que derrière chaque énergie du bourreau, victime, sauveur, en fait, il y a une énergie positive qu'on est tous invités à avoir dans notre vie, en fait. Donc derrière l'énergie du bourreau, il y a ce qu'on appelle le parent normatif, donc c'est être capable de mettre le cadre, la structure, et on en a tous besoin, c'est important, et le bourreau, en fait, c'est trop de parents normatifs. Donc ça veut dire que je veux trop cadrer, trop structurer, trop contrôler, et du coup je suis tellement dans le contrôle, la structure, le cadre, que j'en arrive à limiter soit mes propres libertés, on peut être un bourreau pour soi-même, soit limiter la liberté des autres, même si on va contre leurs besoins. Salut Solène. Alors, l'énergie du sauveur, qu'est-ce que c'est? En fait, l'énergie du sauveur, à la base, c'est trop de parents nourriciers. Donc le parent nourricier, c'est le parent qui prend soin, le parent qui apporte de l'amour, de l'attention, qui encourage, donc on en a aussi besoin dans notre vie, c'est important. Mais le sauveur, c'est quand il y en a trop, c'est tellement nourricier, tellement prendre soin, tellement entouré, tellement coucouné, que finalement ça finit par complètement étouffer. Et l'énergie de la victime, en fait, c'est trop d'enfants. C'est donc c'est l'enfant, donc c'est quelqu'un qui se suradapte pour répondre aux cas de la société. Donc en fait, on peut être une victime sans s'en rendre compte et sans qu'il y ait forcément d'harcèlement ou de manipulation ou de choses comme ça. Salut Sawa. Donc j'étais en train de dire, on peut être dans l'énergie de la victime sans qu'il y ait forcément de manipulation, de harcèlement ou quoi, mais juste parce que on se force à respecter des règles, des cadres et tout ça qui ne nous conviennent pas et qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc la suradaptation, c'est l'énergie de la victime. Et donc voilà, c'est quand il y a trop de ces énergies-là. Et donc, quand il n'y a pas trop de ces énergies-là, quand c'est bon, c'est l'analyse transactionnelle parle de ce qu'on appelle les positions de vie. Et les positions de vie, c'est un peu comment est-ce que moi je me vois, quel est mon rapport à moi-même et quel est mon rapport aux autres et au monde. Et donc, soit on peut être dans un rapport à soi-même de ce qu'on appelle plus. Donc ça veut dire moi, je pense que je suis bien, je me vois plus, je pense que je suis ok. Et je pense que les autres sont ok, je pense que le monde est ok. Donc j'ai confiance en moi que je suis capable d'écouter mes besoins, je suis capable de prendre des bonnes décisions, je suis plus. Et les autres sont plus aussi, j'ai confiance dans les autres, ils sont capables de prendre des bonnes décisions, voilà, plus. Et même si on est différents, c'est ok, quoi. Voilà, plus. Après, le problème, c'est justement quand il y a des déséquilibres par rapport à ça. Les déséquilibres, ça peut être soit être en moins plus, donc se dire, en fait, moi je suis pas assez bien, moi je suis pas suffisamment ok, j'ai pas confiance en moi pour prendre des bonnes décisions pour moi, j'ai pas confiance en moi pour écouter mes besoins, dès que je dois prendre une décision, je vais aller demander aux autres gens ce qu'ils pensent parce que je crois que moi, à l'intérieur de moi, j'ai pas les clés pour savoir ce qui est important pour moi. Et puis, donc ça va être ce qu'on appelle le moins plus. Donc, moi, je suis pas assez bien et les autres sont mieux que moi. Je crois que les autres savent mieux que moi ce qui est important pour moi. Et donc, du coup, je vais aller demander l'avis des autres, je vais baser toutes mes décisions sur ce que pensent les autres, et je vais m'imposer les règles des autres, même si elles ne me conviennent pas, parce que je pense que les autres sont mieux que moi. Donc ça, c'est le moins plus, c'est l'énergie de la victime. Puis après, il y a l'autre énergie,
qui est l'énergie du plus-moins. Et donc le plus-moins, c'est moi, je suis bien, mais les autres sont pas OK. Et donc, là, ici, il y a trois positions. En fait, il y a le bourreau, le sauveur et le rebelle. Le rebelle, on en parle moins souvent, pourtant il fait aussi partie des jeux. Donc, ça veut dire, moi, je pense que j'ai confiance en moi, je peux prendre des bonnes décisions, je sais ce qui est bon pour moi, mais je crois que l'autre, soit, si on est dans l'énergie du bourreau, je crois que l'autre, je peux lui imposer ce que je veux pour mon contentement, pour que moi je me sente bien. Bonjour Sandrine. Soit, on peut être en mode sauveur, en plus-moins, donc c'est-à-dire, je crois que moi je sais mieux que toi ce dont toi tu as besoin. Donc moi, en fait, je te vois toi comme une victime. Donc la victime, elle attire deux énergies. Elle attire le bourreau et le sauveur. Et si nous, on est en mode sauveur, pourquoi c'est problématique? Parce que ça veut dire qu'on est en train de voir l'autre comme une victime. On est en train de se dire, l'autre ne sait pas tout seul se gérer, se guérir, prendre de bonnes décisions, et il a besoin d'aide, et probablement que cette aide, c'est moi. Il a besoin de moi, il a besoin d'aide, il a besoin d'un sauveur. Et puis après, le rebelle, là, c'est bon, je vais moins en parler ici parce que c'est moins intéressant, mais c'est aussi du plus-moins, c'est moi je suis ok, mais la société c'est de la merde, les règles de la société c'est pas juste, je vais pas les suivre, je suis en mode rebelle, voilà quoi. Et donc, en fait, vous comprenez, en fait, toute la problématique du sauveur, c'est que, ok, il y a cet élan d'empathie derrière, il y a cette envie d'aider, mais le problème c'est qu'on aide avec, on part pas de la bonne énergie en fait, parce qu'on aide en maintenant l'autre dans sa position de victime. Mais si l'autre, on le voit comme une victime, on pense qu'il a besoin d'aide, qu'il ne peut pas prendre ses décisions tout seul et tout ça, mais le problème c'est qu'on le maintient là-dedans. Ça veut dire que d'une certaine manière, on va jamais lui apprendre à aller voir à l'intérieur de lui c'est quoi ses besoins, à choisir pour lui c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses croyances, c'est quoi qui est important pour lui. Donc en fait, on le maintient dans un lien de dépendance avec nous, avec d'autres, avec des règles, avec des croyances, enfin voilà. Donc voilà, c'est ça donc si vous avez des questions, si c'est clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Je serais très intéressée d'avoir votre retour et n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair ce que je dis, si vous avez besoin de plus de précision ou quoi. Et alors, l'astuce qui est super intéressante à comprendre, c'est que quand on se met en position de vie plus-moins, donc moi je suis mieux que l'autre, et on le fait plus ou moins tous les jours, hein. À chaque fois qu'on juge quelqu'un, genre c'est quoi cette personne qui ose, je sais pas moi, qui ose, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Tiens, cette personne qui a osé dire ça, mais enfin, qu'est-ce qu'elle croit et tout ça. En fait, on s'en rend pas compte, mais on se met en plus-moins. On se dit, moi, mes croyances et mes valeurs sont mieux que l'autre, quoi. Se mettre en plus-moins, en fait, on le fait non-stop, sans arrêt. Donc, faut pas se juger. On est aussi fort conditionné à faire ça, fort jugé à faire ça, quoi. En fait, quand on est en plus-moins, c'est ça que je voulais dire, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, quasi systématiquement, en fait, on est en train de compenser un moins plus. On est en train de compenser un manque. On est en train de compenser une partie de nous qui se croit moins bien que les autres. Une partie de nous qui n'a pas confiance en sa valeur. Une partie de nous qui n'a pas confiance en elle. Et en fait, quand on veut sauver l'autre, c'est un peu comme si on projetait sur lui cette victime à l'intérieur de nous. Une partie de nous croit qu'elle ne peut pas s'en sortir toute seule, et donc on croit que les gens ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, et donc on projette ça sur l'autre. Elle ne peut pas s'en sortir toute seule, elle a besoin de moi, ou elle a besoin de quelqu'un d'autre, c'est une victime. Parce que moi, au fond de moi, je crois qu'une partie de moi est une victime. Alors dites-moi si c'est clair. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces positions-là, donc bourreau, victime, sauveur, ce sont des positions qui vont s'activer dans des moments de stress, dans des moments où on se sent pas à l'aise, dans des moments où on n'est pas tout à fait ok, tout ça. Donc en général, la plupart des gens sont plutôt enfin non, parfois, ça dépend un peu, mais les gens qui ont travaillé sur eux, tout ça, en général, ils sont plutôt en plus, ils vont pas trop se poser de questions. Mais c'est plutôt, il faut faire attention, c'est des genres de choses qui peuvent s'activer en stress et tout ça. Donc quand nous, on n'est pas tout à fait à l'aise et tout ça. Et ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'appel des jeux. Donc peut-être que nous, de base, on n'aurait pas voulu jouer au sauveur à quelqu'un, mais la personne nous appelle avec une grosse énergie de victime. Elle vient chercher un sauveur, en fait. Et donc du coup, nous, on répond à ça, en fait. Elle vient chercher le sauveur en nous, et donc nous, on va répondre avec cette énergie. Mais de base, on ne l'aurait pas fait si elle ne nous avait pas appelé avec cette énergie de victime. Donc il faut savoir aussi que ce sont des appels de jeu qu'on appelle ça. Donc la victime va appeler un bourreau ou un sauveur va appeler une victime, et ainsi de suite, quoi. Alors, est-ce que c'est clair pour vous pour le moment? Est-ce que vous avez des questions?
n'hésitez pas. Ça, je serais intéressée de savoir si c'est tout clair pour vous ou pas. Alors, du coup, quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, quand quelqu'un a besoin d'aide, quand on a envie d'aider quelqu'un, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est juste ou pas de l'aider? Comment faire pour aider les autres tout en étant en plus? Parce que du coup, ça fait poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai vraiment raison de lui donner ce conseil? Est-ce que je suis pas en mode sauveur? Est-ce que je suis pas en plus? Donc là, il y a 4 conditions en fait. Donc c'est 4 questions à se poser qui sont clés pour comprendre si oui ou non on est dans cette énergie du sauveur ou pas. Donc c'est 4 questions clés hyper importantes, hyper intéressantes qui permettent de savoir si oui ou non on est en sauveur ou pas. La première question hyper importante, c'est est-ce que j'ai une demande? Est-ce que la personne m'a demandé de l'aide ou est-ce qu'elle m'a rien demandé? Donc là, je vais donner un exemple. Donc c'est ça que je voulais dire avec l'appel du jeu. Parfois, une personne en appelle en disant «Ah, je me sens pas bien aujourd'hui, ça ne va pas, gna gna gna». Et puis après, nous, on se sent un peu forcé de dire «Ah, ben qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mais il y a eu ça». Et puis après, souvent, on se sent un peu obligé de donner des conseils comme ça «Ah, mais est-ce que tu as essayé de ceci? Est-ce que tu as essayé de cela? Est-ce que tu devrais faire ceci? Moi, je pense que dans cette situation, tu devrais faire cela». Et là, sans se rendre compte, même si on a les meilleures intentions du monde, en fait, on est en train de rentrer dans le jeu de la victime et on est en train de rentrer en mode sauveur. Parce que la personne, elle nous a jamais demandé des conseils. Elle nous a jamais dit, elle nous a juste dit, je me sens pas bien. Et donc voilà, quand on commence à donner des conseils alors qu'on nous a rien demandé, tout ça, en fait, on rentre dans l'énergie du sauveur. Et puis souvent, d'ailleurs, souvent, ça se passe mal en fait. Salut Raphaël. Donc souvent ça se passe mal parce que la personne justement elle dit ben oui enfin c'est bon, fous-moi la paix, je t'ai pas demandé, moi j'avais juste envie d'en parler. Et puis nous on commence à s'énerver, oh ça va, j'essaie juste de t'aider et tout ça. Et donc vous voyez que donc la personne nous appelle en disant oh je me sens pas bien, gna gna gna, en mode victime. Nous on rentre dans le jeu en voulant donner des conseils, on voulait t'aider en mode sauveur. Et puis après, la personne dit bah moi je t'ai rien demandé, la personne nous prend pour un bourreau. Parce qu'elle dit mais fous-moi la paix, arrête de me mettre ton norme et tes cadres que je n'ai pas demandé. Et donc vous voyez en fait, hop, on se met dans un bourreau. Et puis nous on dit mais c'est bon, j'essaye juste de t'aider. Donc là on s'énerve un peu. Et donc nous c'est nous qui commençons à jouer la victime et à voir l'autre comme un bourreau. Donc vous voyez un peu, donc souvent en fait, on n'est pas que dans une position. Souvent on joue les 3 positions en même temps. Et pour reprendre l'exemple dans cette coachée dont je parle au début, qui m'a donné envie de faire ce live, elle me demandait mais c'est quoi que j'essaie de compenser et tout ça. Donc elle m'expliquait que quand elle était jeune, ses parents lui mettaient beaucoup de pression pour être gentille, pour aider, c'était important d'être empathique, c'était important d'aider, mais c'est presque un concours de gentillesse, et c'était trop quoi. Et finalement je lui disais je lui faisais se rendre compte que quand elle se mettait la pression de absolument aider les autres, quand elle se culpabilisait de ne pas avoir assez aidé et tout ça, en fait, ok, elle était en sauveur vers les autres, mais pour elle-même, elle était un bourreau en fait, parce qu'elle était en train de se forcer d'aider les autres alors qu'elle n'en avait peut-être pas envie à ce moment-là. Elle était en train de se mettre une énorme pression, d'être dure envers elle-même, de juger tout ça, pour absolument aider les autres, absolument avoir de l'impact, alors que parfois c'était pas tout à fait juste quoi. Et donc finalement, en voulant être sauveuse envers les autres, elle était bourreau envers elle-même, et du coup, d'elle-même à elle-même, elle se jouait un jeu de victime-bourreau, quoi. La personne donc la petite fille en elle, qui n'avait pas envie d'aider à ce moment-là, qui jouait la victime, pendant que la personne à l'intérieur d'elle qui disait tu dois absolument aider, jouait le bourreau, et puis elle faisait le sauveur avec les autres. Donc vous voyez, en fait, elle jouait avec elle-même les trois positions de vie, les trois trames dramatiques en même temps. Donc voilà, dites-moi si c'est suffisamment clair ou pas. Alors, donc je disais, comment reconnaître un sauveur? Comment éviter d'être un sauveur? Donc il y a 4 questions clés. C'est 1, est-ce qu'il y a une demande? Donc pour reprendre l'exemple de la personne qui appelle et qui dit ah je me sens pas bien, gna gna gna, là s'il y a un truc, ça pourrait être de dire j'entends que tu ne te sens pas bien, qu'est-ce que tu attends de moi? De quoi est-ce que tu as besoin? Donc vous voyez, au lieu de rentrer dans le jeu de la victime qui est je ne connais pas mes besoins, ça ne va pas bien, je ne peux pas m'en sortir tout seul, le monde est trop dur, le monde est pourri, ça ne va pas, en fait on l'aide à sortir de ce jeu de victime en lui posant des questions pour l'aider à formuler des demandes. La victime, elle va fonctionner à coup de demandes cachées en fait. Elle va pas dire exactement ce qu'elle veut, elle va essayer de faire deviner parce qu'elle a envie qu'on devine ses besoins en fait.
parce qu'elle-même a du mal à se connecter à ses besoins. Et donc l'aider à se reconnecter à ses besoins, ça va être super important pour elle. C'est ça qui va l'aider à sortir de son jeu de victime. Et donc du coup, au lieu de dire ah ça va pas, mais est-ce que tu as essayé ici, est-ce que tu as essayé ça et tout ça, c'est dire ok, j'entends que t'es pas bien, de quoi est-ce que tu as besoin, comment est-ce que je peux t'aider. Donc est-ce qu'il y a une demande ou pas, et sinon essayer de formuler une demande, essayer de faire formuler une demande. Deuxième condition super importante, est-ce que j'ai envie d'aider? Est-ce que moi j'ai envie d'aider cette personne-là? Si j'ai pas du tout envie, genre la personne m'appelle et c'est pas du tout le mood, moi-même je suis pas très bien, ou je dois partir à un rendez-vous ou ci ou quoi, si moi-même j'ai pas envie d'aider, alors je rentre dans le jeu en fait, parce que je commence à devenir un bourreau envers moi-même et je me force à aider l'autre alors que moi j'en ai pas envie, et donc du coup là on est dans l'énergie du sauveur. Donc est-ce qu'il y a une demande? 2, est-ce que j'ai envie sur le moment d'aider la personne, oui ou non? Troisième condition, est-ce que j'ai les compétences pour l'aider? Est-ce que c'est vraiment mon rôle? Est-ce que c'est à moi d'aider cette personne-là à ce moment-là, oui ou non? Est-ce que j'ai la formation? Est-ce que j'ai les clés ou quoi? Donc par exemple, souvent on donne des conseils aux gens alors qu'en fait en vrai on n'en sait rien, quoi. On dit les premières choses qui nous passent par la tête mais on ne sait pas. Donc voilà. Et puis la quatrième condition, c'est ne pas tout faire à la place de l'autre. Donc, euh, donc, euh, euh, donc par exemple, si quelqu'un a un problème et vous demande de l'aide et tout ça, vous avez envie de l'aider et tout, c'est résoudre le problème ensemble plutôt que vous résoudre le problème à la place de l'autre, quoi. Donc c'est que ce soit un peu dans la participation. Donc par exemple, donc moi j'ai fait mes formations niveau 1 et niveau 2 de Reiki par exemple. Et donc là, pareil, quand on est dans des trucs où on passe de l'énergie et tout ça, on a envie de guérir, on peut parfois se demander, on peut un peu avoir peur, se dire est-ce que je vais être assez bien, est-ce que je suis un assez bon canal pour l'énergie, s'il n'y a pas de résultat par rapport aux soins, on se dit ah mais j'ai pas été assez bien et tout ça, alors qu'en fait notre prof nous avait bien dit non, 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 vous n'êtes qu'un canal. Donc vous donnez à l'autre l'énergie dont lui il a besoin, le corps de l'autre prend l'énergie dont il a besoin et va la mettre où il veut, où il en a besoin. Et dans toute relation d'aide, c'est un peu ça l'idée en fait. C'est aussi voir quand on est psychologue ou coach ou quoi dans des relations d'aide, c'est de voir qu'en fait vous êtes un peu canal comme ça, vous allez peut-être donner les clés à l'autre pour l'aider un peu dans sa problématique, mais c'est l'autre qui va prendre les clés, qui va ouvrir la porte. Tout comme en Reiki, c'est le corps de la personne qui prend l'énergie et qui se guérit. C'est pas nous qui guérissons l'autre, c'est le corps de l'autre qui se guérit avec l'énergie qu'on a transmise. Parce qu'il nous a demandé. S'il nous demande pas, il faut surtout rien donner, quoi. Donc est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, donc ça c'est les 4 conditions pour pas être un sauveur. Il y a une quatrième, il y a une question aussi magique pour aider à savoir si est-ce que par exemple, donc là c'est plus pour quand on veut faire un métier d'aide, quand on veut faire du coaching, faire des trucs dans l'écologie et tout ça, pour savoir si on y rentre avec une énergie de sauveur, avec ce que j'appelle l'énergie de réparation. Donc c'est-à-dire finalement en fait la souffrance de l'autre me ramène à ma propre souffrance, c'est pour ça qu'elle m'est insupportable, et donc du coup en fait en voulant guérir la souffrance de l'autre, en fait c'est ma propre souffrance que j'essaie de guérir, quoi. Donc en fait on n'y va pas avec notre cœur et notre envie d'aider, on y va plutôt avec une énergie de réparation, de compensation, et on y va avec nos blessures, quoi, qu'on essaie de compenser. Donc une question magique pour éviter ça, c'est de se dire, tiens, si j'étais sûre que le problème serait résolu, si j'étais sûre que, par exemple, imaginons quelqu'un qui veut faire un projet écologique parce qu'il est super touché par le problème environnemental, qu'il est fort blessé par ça, qu'il veut vraiment guérir ça, qu'il sent cette urgence à aider, mais qu'en fait, il est pas du tout aligné avec ce que veut son âme, il est plutôt dans un truc d'ego, dans une peur, enfin voilà, il y va plutôt avec cette énergie de réparation, de réparer les choses, réparer les autres, se dire dans une énergie de plus-moins, quoi. Là c'est moins, là c'est pas bien, et moi je vais mettre mon plus, et moi je... Enfin voilà. Donc pour éviter ça, la clé c'est de se demander si je savais que ce problème allait être réglé. Si je savais que... si je savais que quoi qu'il se passe, ce problème va être réglé, il y a par exemple 100 personnes qui vont s'en occuper, ils ont besoin d'une 101e personne, mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça va rien changer. Donc je sais que ce problème va être réglé, est-ce que j'ai quand même toujours envie de le faire? Si je sais que ce problème va être réglé, est-ce que je me dis oh du coup c'est bon, je laisse faire, ou est-ce que je me dis oh non, j'ai quand même envie d'y aller? Donc ça c'est une question super importante.
Si vous vous dites « Oh non, j'ai quand même toujours envie d'y aller », alors c'est que vous êtes probablement sur un projet aligné avec votre âme, vous êtes probablement sur une idée qui vient du cœur, sur une aide qui vient vraiment du cœur. Si vous vous dites « Bah non, en fait, je préférerais vraiment que d'autres s'en occupent », alors ça veut dire que vous êtes dans cette énergie de sauveur, de jeu psychologique, de jeu de pouvoir et de cette énergie de réparation. Donc ça, c'est un peu les 4 conditions et la question un peu magique pour voir si on est dans cette énergie de sauveur ou pas. D'autres petites clés pour savoir si on est dans l'énergie de sauveur ou pas, c'est est-ce que je ressens de la frustration si l'autre... salut Maud. Donc, est-ce que je ressens de la frustration? Est-ce que si l'autre m'écoute pas, est-ce que ça m'énerve? Ou alors est-ce que je me sens coupable? Si je donnais des conseils à quelqu'un et qu'il s'est rien passé après, est-ce que je me dis mince, j'ai pas assez fait, j'aurais dû donner plus, j'aurais dû dire plus? Donc toutes ces énergies-là, un peu de frustration parce que l'autre m'a pas écouté, culpabilité parce que l'autre n'a pas pris mes conseils, ou culpabilité parce que l'autre est pas bien, je devrais faire quelque chose et tout ça. Donc à chaque fois qu'en fait on s'approprie la souffrance ou les résultats de l'autre, on est dans cette énergie de sauveur. Et en soi, enfin voilà, il y a de l'empathie qui joue derrière, c'est ok, mais de rien Sylviane, merci beaucoup pour ton retour. N'hésite pas si tu as des questions. Mais voilà, c'est réussir, sur le moment même, ça peut être ok d'avoir cette émotion, mais c'est réussir à s'en détacher. C'est réussir à se mettre en plus, à se rappeler que l'autre est responsable de son avancée, que l'autre est responsable de sa guérison, que l'autre est responsable de lui-même, quoi, et que moi je peux pas faire plus que l'autre. Et c'est quelque chose que je remarque énormément en coaching. C'est vraiment, mes coachings fonctionnent parce que les gens qui viennent me voir sont prêts en fait. Les gens qui sont pas prêts, je vais faire des coachings qui tournent en rond, et dès que la personne arrive à une prise de conscience, elle trouve un moyen de s'échapper, elle le prend pas, enfin voilà. Et quand les personnes sont prêtes, ça fait des coachings magiques qui font juste les prises de conscience qu'il faut, et la personne change vraiment. Mais elle change vraiment parce qu'elle est décidée à changer, et que comme elle est prête à changer, comme elle est prête à passer ça, bah elle attire la personne qui va lui donner la bonne clé, mais c'est elle qui va mettre la clé dans la serrure et qui va tourner la porte, quoi. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. On ne peut pas faire plus que... On ne peut pas guérir l'autre à sa place. C'est vraiment... on ne peut pas aider l'autre à sa place, c'est sa responsabilité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se libérer de ça? Comment est-ce qu'on fait pour se libérer de cette énergie de réparation, cette envie de sauver les autres, cette frustration quand l'autre ne veut pas nos conseils, cette culpabilité quand on se dit mince zut, alors j'aurais pu mieux l'aider. Et voilà, je vous le dis, mais moi je suis passée par là aussi, et ça m'arrive encore, quoi. Je dois aussi parfois me recentrer, me rappeler que je suis pas les responsabilités et tout ça. Donc, la première chose, c'est d'essayer de comprendre en fait, c'est quoi le truc que j'essaie de compenser, c'est quoi le moins plus. Souvent, c'est un manque de confiance en sa valeur en fait. On se dit, si j'ai donné des conseils à l'autre et qu'il les a pris et que ça n'a rien fait, c'est que je suis pas assez bien. Donc vous voyez, hop, on était dans du plus moins, on rentre dans du moins plus. Souvent, c'est pas avoir confiance en sa valeur, pas avoir confiance en ses capacités, pas avoir confiance en ses talents. Et donc du coup, le fait que la personne ne prenne pas nos conseils ou n'ait pas envie de nous écouter, tout ça, ça vient un peu valider ce manque de confiance dans nos talents, nos capacités, et tout ça, ça vient un peu nous titiller là-dessus. Et donc souvent, c'est ça qui vient créer cette énergie de sauveur. Ça peut être aussi, donc voilà, je l'ai analysé, ça peut être aussi des personnes qui portent les mêmes blessures que nous, les mêmes souffrances que nous. Et donc du coup, sa souffrance est insupportable pour nous parce qu'elle nous rappelle notre propre souffrance. Et donc là, c'est essayer de comprendre, tiens, comment ça se fait que son problème me dérange autant, tiens, comment ça se fait que j'ai autant envie de l'aider, qui est-ce que j'essaye d'aider en fait, ça me rappelle à quoi chez moi, quoi, ça me rappelle à quelle blessure. Alors, comment s'en libérer? Donc c'est comprendre le moins plus qui se joue, et aller rassurer cette personne à l'intérieur de nous en fait, aller rassurer souvent c'est le petit enfant à l'intérieur de nous qui n'a pas confiance en sa valeur, ou qui n'a pas, sur qui on n'a pas encore travaillé telle blessure, et donc ça va encore nous activer. Ensuite, c'est la phrase que cette personne, donc je vais vous partager les 2 clés que cette personne en coaching a trouvées pour sortir de cette énergie de sauveur, et que je trouvais ces 2 clés super intéressantes, et j'avais vraiment envie de vous les partager. Donc la première clé qu'elle a trouvée, c'est de se dire « je suis pas si importante que ça ». Et j'ai trouvé ça génial en fait, parce que c'est vrai. Donc souvent, en développement personnel, c'est plutôt l'inverse, c'est « oh, je suis important, j'ai de la valeur et tout ». Oui, bien sûr, pour soi-même, on a de la valeur et tout, on a beaucoup de valeur à apporter, mais je suis pas indispensable. Si moi je l'aide pas, elle trouvera quelqu'un d'autre pour l'aider.
je suis pas si importante que ça. C'est pas ma responsabilité la guérison de l'autre. C'est pas ma responsabilité le problème de l'autre. C'est pas ma responsabilité le problème du monde. Je suis pas si important que ça. Donc ça c'est la première clé qu'elle s'était dit. Donc je vais me rappeler ces mots-là. Je suis pas si important que ça. Je trouvais ça génial. La deuxième clé super intéressante à laquelle elle est parvenue et qui est vraiment le nœud du problème en fait, c'est relativiser la souffrance. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous fait rentrer le plus souvent dans cette énergie de sauveur? On est empathique, on est sensible, on sent la souffrance de l'autre et on n'a pas envie que l'autre souffre. Et on n'a pas envie de souffrir soi-même, c'est normal, c'est légitime. Et c'est justement pouvoir relativiser cette souffrance en fait. Relativiser de un, on ne peut pas guérir toutes les souffrances du monde. Et de deux, mais parfois, elle me disait moi-même, j'ai souffert dans ma vie, mais ces souffrances-là, elles m'ont apporté des choses, elles m'ont apporté une expérience, elles font qui je suis maintenant. Et en fait, finalement, vouloir à tout prix vouloir à tout prix supprimer la souffrance de l'autre, d'une certaine manière, on le prive d'une expérience que son âme a choisi de vivre. Si la personne souffre de quelque chose à ce moment-là, c'est que son libre arbitre, d'une manière ou d'une autre, elle a choisi de souffrir de ça à ce moment-là. C'est qu'elle est en train d'apprendre quelque chose, elle est en train de processer quelque chose. Et si c'est pas le moment pour elle de guérir, elle guérira pas, même si elle trouve le meilleur coach, le meilleur thérapeute du monde. Et voilà, c'est vraiment pouvoir relativiser, de se dire mais la souffrance c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et c'est pas facile pour nous d'intégrer en tant qu'être humain, parce qu'on n'a pas envie de souffrir, parce qu'on juge beaucoup la souffrance, c'est normal, on n'a pas envie de souffrir. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment beaucoup nous aider à évoluer, de prendre conscience que toute souffrance n'est pas mauvaise et que oui, notre but ici n'est pas de souffrir, mais que parfois une situation qui paraît négative est peut-être la meilleure chose au monde qui puisse nous arriver. Et que si on nous en avait privé, on ne serait peut-être pas la personne qu'on serait aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas le pouvoir, l'expérience, la puissance, les savoirs, les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et donc voilà, c'était, elle disait pouvoir me détacher de cette souffrance de l'autre et pouvoir me détacher de si je peux l'aider et qu'il me demande de l'aide et qu'on est en plus et que c'est un vrai élan du cœur, tant mieux. Mais si l'autre il veut pas mon aide, pouvoir me libérer de ça. De un, je suis pas si importante que ça. Il trouvera bien quelqu'un d'autre au bon moment. Et de deux, peut-être que oui, il a besoin de vivre ça à ce moment-là, quoi. Donc je trouvais ça super intéressant de se rappeler qu'en fait souvent c'est cette souffrance en fait qui nous fait peur, qu'on a envie d'éviter, qu'on a envie de fuir, autant que ce soit quand on est en victime, que ce soit que quand on est en sauveur, qui nous piège en fait et qui fait qu'on se dit qu'on va absolument sauver les autres ou qu'on va absolument éviter cette souffrance et donc trouver un sauveur et tout ça, plutôt que d'aller à l'intérieur de soi, vraiment analyser ce qui se passe, mais analyser c'est peut-être pas le bon mot, mais je veux dire rencontrer ce qui se passe, accueillir et se dire voilà il se passe ça, je suis en train de vivre ça, c'est ok que ça me fasse mal et tout ça, et au lieu de le fuir, je vais lui laisser la place, je vais voir ce qui se passe et je vais dépasser ça quoi. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Donc je viens de dire beaucoup. Et je serais aussi super intéressée que vous me disiez comment ça vous parle, est-ce que vous avez des expériences comme ça vous vous êtes fait un peu piéger dans ce jeu ou justement des fois vous avez réussi à mettre vos limites, à pas rentrer dans le jeu de victime sauveur bourreau, parce que comme je vous ai dit, parfois c'est pas facile, on vient nous chercher quoi, et donc notre première réaction, donc sous stress, c'est de rentrer là-dedans, mais après c'est réussir à prendre du recul et à sortir. Alors, donc voilà, pour résumer un peu, ouais, pendant des années j'ai joué au sauveur. Moi aussi, vraiment. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que je joue au sauveur et puis je cherchais de sauveur aussi, quoi. Dès que j'avais un problème, je me demandais qui pouvait m'aider avant de me dire j'ai peut-être les ressources en moi en fait pour m'aider. Donc souvent quand on joue le sauveur, d'une certaine manière, quelque part, on joue la victime, quoi. Soit en cherchant des sauveurs, soit en étant très bourreau envers soi-même pour se forcer à sauver tout le monde, quoi. Donc, pour un peu résumer ici tout ce que j'ai dit, c'est quoi le sauveur? Finalement, le sauveur, c'est se mettre en plus-moins, donc croire que moi je suis mieux que les autres, que je sais mieux que les autres ce dont ils ont besoin. Pour repérer ça, c'est justement prendre conscience de ça, se dire tiens, est-ce que là je suis pas en train de plaquer sur les autres mes croyances, ma propre souffrance, est-ce que là je suis pas en train de priver l'autre de quelque chose?
Ouais, chercher l'autre à être sauvé, c'est assez typique. Et beaucoup dans les milieux spirituels, hein. Parfois on demande aux anges d'être nos sauveurs, on demande à des médiums d'être nos sauveurs. Dites-moi ce que je dois faire, dites-moi c'est quoi qui est important pour moi, dites-moi c'est quoi ma mission de vie. Donc parfois, dans les milieux spirituels, on rejoue ce jeu, quoi. Ça se fait pas qu'avec entre les personnes, quoi. C'est lui, Mélissa. Euh, donc on peut être dans un rapport de victime-sauveur avec des oracles de tarot, avec des anges, avec les institutions, le gouvernement et tout ça. Donc ça, c'est intéressant de comprendre aussi que ça se joue entre des pays entre eux. Enfin, c'est des jeux qui se font à plusieurs niveaux et pas que dans les niveaux individuels, quoi. Donc pour résumer tout ce que je disais, le sauveur, c'est donc se mettre en plus-moins. Je sais mieux que l'autre ce dont il a besoin, donc je vais aller le sauver parce que tout seul, sans moi, il va pas s'en sortir. Comment reconnaître qu'on est les 4 conditions pour ne pas être un sauveur? C'est 1, est-ce que j'ai une demande? Est-ce que j'ai une demande? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je suis compétent pour le faire? Est-ce que je fais tout à la place de l'autre? Et pour se libérer de ça, c'est comprendre ce qui joue à l'intérieur de nous, comprendre la partie blessée de nous qui a absolument envie de sauver l'autre, aller la rencontrer, aller la rassurer, aller en fait tout l'amour et tout le soutien et tout le réconfort qu'on aurait voulu apporter à l'autre, en fait on se l'apporte à nous-mêmes plutôt, parce qu'on en a besoin à ce moment-là en fait. Et se rappeler qu'on n'est pas si important que ça, que si nous on ne sait pas aider l'autre, il trouvera quelqu'un d'autre et il s'aidera probablement tout seul. Et relativiser enfin son rapport à la souffrance. Alors je vous lis. Amis de pseudothérapeute, ouais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le milieu pour aider, avec cette grosse énergie de sauveur, mais donc du coup ils maintiennent les gens en victime. Ouais, c'est ça. En fait, trop d'orgueil, trop d'ego, c'est donc je lis ce que tu as dit, hélas oui, abus de pseudothérapeutes qui maintiennent la tête à peine hors de l'eau sans pour autant orienter la personne vers un autre, car trop d'orgueil, trop d'ego. Probablement que ce qui joue à ce moment-là, c'est reconnaître qu'on ne sait pas aider l'autre, ce serait un peu reconnaître cette croyance, cette peur qu'on n'a pas assez de valeur, qu'on n'est pas assez capable, qu'on n'est pas assez compétent. Probablement que les personnes qui veulent à tout prix garder leurs clients et qui pensent pas, qui osent pas remettre vers d'autres personnes quand ils se rendent compte que c'est pas eux qui sont bien compétents, probablement que ils se disent un gros si je n'ose pas aider cette personne, je sais des personnes, je suis nulle, j'ai pas de valeur. On a pris conscience l'année dernière en débutant le développement personnel. Ouais, moi c'est à ma formation en coaching, j'ai eu de la chance, ils ont commencé par nous expliquer ça, parce que justement c'est vraiment un des gros pièges quand on est thérapeute, c'est de rentrer avec cette énergie-là. Et donc, moi aussi, ça m'a vraiment fait un gros clic, un gros déclic, parce que faut savoir que tout notre conditionnement nous pousse à jouer des jeux psychologiques. C'est pour ça que c'est pas facile d'en sortir. Notre conditionnement, c'est de pas faire des demandes directes, donc de jouer les victimes, d'espérer que l'autre va deviner pour nous. Notre conditionnement, c'est de respecter des grades et des règles qu'on ne s'est jamais demandé si c'était des bonnes pour nous ou pas. Donc c'est de nouveau d'être des victimes. Notre conditionnement, c'est d'être gentil, de faire plaisir, d'aider les autres, de répondre aux demandes indirectes justement. Donc ça aide pas non plus, quoi. C'est pour ça que souvent, c'est vraiment en faisant du développement personnel, en apprenant comment fonctionne ce jeu et tout ça, qu'on peut petit à petit en sortir. Et dernière chose que j'ai envie de dire, deux choses que j'ai envie de pointer qui sont importantes. Pourquoi on joue des jeux psychologiques? Le besoin de base derrière les jeux, en fait, c'est le besoin de reconnaissance. Et c'est aussi un jeu de dépendance. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on joue la victime? Pourquoi est-ce qu'on joue le bourreau? Pourquoi est-ce qu'on joue le sauveur? C'est souvent derrière, c'est un gros besoin de reconnaissance. Donc ce que notre prof à l'époque nous expliquait, donc c'est à des années, mais je m'en souviens comme si c'était hier, c'est vraiment rigolo, c'est que l'être humain a tellement besoin de reconnaissance. Oui, c'est ça, conditionnement d'être, il faut être gentil pour être, il faut faire plaisir, il faut être une gentille fille, rends service, même si tu n'en as pas envie. Donc sois une sauveuse, prends l'autre pour une victime. C'est vraiment incroyable, on nous apprend vraiment tout ça et après on doit tous les apprendre, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on joue des jeux? Donc voilà, l'être humain a tellement besoin de reconnaissance que qu'il préfère avoir des reconnaissances négatives. Il préfère attirer un bourreau, il préfère être insulté, il préfère avoir une grosse dispute que d'avoir aucune reconnaissance, que d'être complètement nié, que de lui faire croire qu'il n'existe pas. C'est plus dur à vivre quelqu'un qui nous nie complètement, qui fait comme si on n'existait pas,
que quelqu'un qui est entre guillemets méchant avec nous. Et l'être humain, donc le besoin de reconnaissance, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et les jeux psychologiques, en fait, c'est des manières d'avoir de la reconnaissance. Les jeux psychologiques, c'est une manière d'attirer cette reconnaissance. Je suis victime, regardez-moi. Regardez la pauvre petite fille que je suis, donnez-moi cette reconnaissance. Je suis sauveuse, donnez-moi cette reconnaissance, regardez comme je suis gentille, regardez comme je vous aide. Je suis bourreau, je mets les cadres et tout ça, j'attire l'attention sur moi parce que je sais pas moi, je prive les gens de liberté, ce genre de choses. Et moi, ce qui joue derrière, c'est souvent de la reconnaissance. Et donc, pour éviter, pour sortir des jeux, pour ne plus être dans les jeux de pouvoir, c'est de réussir à s'apporter à soi-même cette reconnaissance dont on a besoin. C'est de reconnaître à l'intérieur de soi notre valeur, reconnaître à l'intérieur de soi nos souffrances, se dire, ben c'est ok, je suis comme je suis, j'ai le droit d'être comme je suis, je m'apporte de l'amour à moi-même. Donc, c'est vraiment s'apporter de la reconnaissance. Et alors oui, l'éducation qui induit ce conditionnement, on est tout à fait d'accord. En fait, ce qui se joue derrière, c'est des liens de dépendance. Notre éducation est encore fort basée sur des rapports de dépendance en fait. Ça fait 2-3 000 ans qu'on est dans des jeux de dépendance, donc par exemple comment on appelle ça, les villageois qui dépendent des nobles par exemple, et puis l'enfant qui dépend de sa maman. Et donc en fait tous les jeux psychologiques sont basés sur des rapports de dépendance. Je ne sais pas vivre sans toi. Donc je sais pas, la victime ne sait pas vivre sans son sauveur. Et souvent le sauveur et le bourreau c'est la même personne. Donc prenons les villageois, les nobles, les nobles qui sont bourreaux et qui leur prennent de l'argent et tout ça, mais en même temps ils sont sauveurs parce qu'ils les protègent des brigands et tout ça. Et donc en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que sortir des jeux psychologiques c'est sortir d'un conditionnement qui a duré des milliers d'années en fait. Et donc c'est normal qu'on nous éduque encore à être comme ça, c'est que ça a été, on en a eu besoin pour notre survie à un moment donné en fait. Voilà, j'espère que vous n'avez pas perdu avec ça, parce que je pensais pas, j'avais pas prévu de parler de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc c'est le genre de questions que je peux travailler en coaching. Donc c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me parle du syndrome du sauveur ou qu'au milieu d'un coaching on se rende compte que c'est ça la clé en fait. Je lui demande tiens comment ça se fait que le problème de l'autre te dérange autant. Et puis là souvent ça fait des déclics quoi. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez m'envoyer un message pour en parler, voir si on pourra faire une séance de coaching dessus ou pas. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Et merci à vous d'avoir été présent et merci à vous pour vos questions. Alors, oui, c'est clair que c'est pas facile de tout déconstruire pour reconstruire. Ça peut prendre du temps. Hein. Et moi, j'y suis pas arrivée toute seule. Quoi. J'ai fait aussi des coachings, j'ai fait des thérapies. Donc, parfois, on a besoin d'un peu d'aide. Mais déjà, si vous êtes intéressé par la question, il y a le livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle Bourreau, victime, sauveur, comment sortir du piège. Donc si vous mettez juste le titre, Bourreau, victime, sauveur, comment sortir du piège, vous trouverez sûrement l'auteur et tout ça. Donc Christelle Petit-Colin, c'est déjà pas mal pour mieux comprendre ce qui se joue et tout ça. Et donc avec plaisir, et ça m'a fait plaisir que vous soyez là et de vous répondre. Et Mélissa, tu pourras toujours regarder en replay, je le mettrai juste après. Au revoir et merci à vous.